Henri de Grosso qui est déjà parti à la tribune, donc c'est à son tour. Henri de Grosso, directeur du Forum Barolus. Oui, non, mais c'est pas important. Roi. Oui, vous parliez, Antoine, tu parlais du terrorisme. Tout à l'heure, j'avais fait une petite remarque pour clore un peu la conversation très intéressante et documentée sur les sources des drogues et les circuits de drogue en Afghanistan. On peut ajouter à l'outil, disons, à l'outil de géopolitique et des services anglo-saxons depuis assez longtemps, à côté de la drogue, à côté des mafias, le terrorisme. Ce sont évidemment instrumentaliser, rien de plus facile que d'instrumentaliser des terroristes passionnés, d'ailleurs instrumentaliser les uns et puis les opposants le lendemain, pour déstabiliser une zone qu'on veut déstabiliser. Alors je vais commencer, je vais essayer de prendre en guise de conclusion, c'est un peu ambitieux de conclure ces échanges qui étaient très, très complets, très riches, très documentés. Terminer par ce quoi on aurait dû commencer, qui est la création et les buts à l'origine de l'OTAN et son évolution à partir de la fin de la guerre froide et de la chute du mur, et ses objectifs aujourd'hui. Pour essayer ensuite d'esquisser quelques pistes de sortie de ce cul-de-sac, disons, pour établir de manière à la fois ambitieuse mais aussi à petits pas des pistes d'ouverture, de coopération qui pourraient transformer le rapport des forces, parce qu'il faut bien comprendre, on a parlé au début, pas beaucoup, je vais en parler de l'Eurasie, du pivot eurasiatique. Pierre-Emmanuel nous a présenté des cas. Il faut bien comprendre que l'Eurasie, qui commence par cette péninsule européenne, et la France, qui est une sorte de résumé d'Europe, et qui se termine jusqu'en Chine et au Japon, concentre l'essentiel des ressources, des moyens humains, financiers et des ressources naturelles. C'est-à-dire que quand on contrôle cette zone, on contrôle le monde. Et pour arriver, et si on ne peut pas la contrôler systématiquement, il faut ce qu'a fait les États-Unis. Et c'était le but déclaré d'abord en 1949, d'endiguer, à l'origine c'était l'Union soviétique. Donc d'encercler, Pierre-Emmanuel a bien montré de manière très, très factuelle où se situent les bases américaines, d'encercler l'Union soviétique et de lutter contre le péril à l'origine, le communisme et l'Union soviétique. C'était peut-être comme ça que ça a été annoncé. En 1955 se crée le pacte de Varsovie, dont on n'a pas parlé, et qui, lui, a été logique à sa création et à son origine, et s'est dissous en 1991. Logiquement, le but d'origine de l'OTAN était de lutter contre l'Union soviétique. Il aurait dû, à la chute, à l'effondrement et à la dissolution de l'Union soviétique, évidemment être dissous aussi. Il en a été question. Et comme nous l'a rappelé notre ami diplomate russe, à l'époque, l'Occident, même si je n'aime pas utiliser ce concept qui me semble ne plus correspondre à une réalité, parce que comme vous avez cité François Mitterrand, la réalité est que le monde est le résultat de rapports de force et que nous sommes malgré tout, au sein de cette coalition occidentale, dans des guerres internes, et même aujourd'hui, depuis l'élection de Trump, des guerres internes, voire à mort, au sein même des États-Unis. J'en parlerai aussi. Donc, dissolution en 1991, les diplomates, les Occidentaux en général, disons, et l'OTAN en particulier, promettent que jamais, au grand jamais, on élargira l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN est dans les pays baltes et en Ukraine et voilà, sur le pourtour et en Asie centrale. Voilà, il faut bien réaliser
pour les États-Unis, si on se remet dans la logique, l'OTAN en Ukraine, en Asie centrale, c'est comme la crise de Cuba. C'est-à-dire que c'est inacceptable. Ça devrait être inacceptable. Et les Russes font preuve d'une patience exemplaire. Le risque de base militaire à Cuba, et ça a généré la crise que vous connaissez, ou au Mexique. C'est comme si la Russie disait demain, je vais ouvrir des bases militaires au Mexique. Voilà, donc pour se remettre un petit peu dans le... donc stratégie d'endiguement. Alors maintenant, il faut ajouter une deuxième variable qui est la Chine. C'est que le problème des États-Unis et de l'OTAN, on a l'impression que c'est principalement la Russie, pour ce qu'elle représente. Alors pourquoi c'est un problème? C'est moins un problème pour ce qu'elle représente du potentiel économique et militaire, en tout cas aujourd'hui, que parce qu'elle représente un modèle alternatif. C'est-à-dire un modèle, la volonté de construire un monde multilatéral, et avec un modèle de société qui n'est pas le modèle de société que le modèle occidental qui très souvent réduit l'activité humaine aux activités économiques souhaite promouvoir. Donc c'est, je pense, l'élément clé du problème que représente pour les États-Unis la Russie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ennemi principal des Américains, des États-Unis, ce n'est pas la Russie. D'un point de vue du danger potentiel et de la concurrence, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une double... et Trump a renversé exactement ce qu'avait fait Nixon en arrivant au pouvoir, c'est-à-dire que Nixon s'était rapproché de la Chine pour déstabiliser la Russie, et Trump fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la Chine. Enfin, il essaye, parce que il n'a pas les mains totalement libres, mais il essaye de se rapprocher de la Russie pour déstabiliser la Chine. Et la Chine qui, je vous le rappelle, détient le tiers des dettes, de la dette colossale américaine. Voilà, donc ils se tiennent par la barbichette, si on peut dire, hein, les Chinois et les Russes. Donc cette stratégie d'endiguement, en fait, a continué depuis, et de manière très frontale et brutale depuis 1991, depuis la fin de l'Union soviétique, avec toutes les guerres qui ont été évoquées et les stratégies et les interventions qui ont été évoquées par les différents intervenants. Quelle est la réponse? Disons... bon, avant de parler des réponses, je voudrais dire... Enfin, c'est une conviction personnelle. Je pense que cela veut dire que la question peut se résumer, étant donné qu'il y a d'un côté les enjeux eurasiatiques, il y a la Russie et la Chine, c'est-à-dire que la question peut se résumer, pour nous autres Européens de l'Ouest, à une alternative entre l'Eurasie et l'atlantisme. C'est d'ailleurs le sujet de la revue politique et parlementaire de l'avant-dernier numéro, et avec quelques amis dont Jean-Claude Empereur, nous avons participé à un dossier qui s'intitule « Atlantisme et Eurasisme ». Quelle est la réponse de la Russie et de la Chine, et qui ouvre la porte à une coopération avec les pays de l'Europe occidentale, de l'Europe centrale, les pays de l'Union européenne et les autres pays d'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne? C'est un désencerclement. C'est-à-dire que si on n'a pas parlé ou très peu parlé du groupe de Shanghai, qui s'est formé et qui petit à petit a évolué vers des buts de coopération tout azimut, scientifique, économique, humanitaire, lutte contre le terrorisme, et manœuvre militaire commune. C'est-à-dire que c'est une structure dont on parle très peu, quasiment pas en Europe occidentale, et qui joue un rôle clé. Donc à quoi sert le groupe de Shanghai? Le groupe de Shanghai sert à mettre en place, avec une grande efficacité, une stratégie de désencerclement. C'est-à-dire que le groupe de Shanghai correspond, alors c'est grosso modo, pour faire simple, même si la Chine, la Russie et l'Inde, plus l'Asie centrale.
Alors il y a des observateurs, il y a d'autres pays qui ont voté, mais grosso modo ce sont ces pays-là qui correspondent justement à toute la zone, avec toute cette zone dont on parlait tout à l'heure, du continent eurasiatique. Donc le but, c'est un but de désencerclement. Ça, c'est la première chose. Deuxième groupe et réponse dont on a peu parlé, ce sont les BRICS. Alors, qui à l'origine ont été imaginés par un analyste de Goldman Sachs et qui se retrouve jouer un rôle, par l'ironie de l'histoire, un rôle très efficace contre la stratégie des États-Unis. Pourquoi c'est une deuxième réponse ? Parce qu'il s'agit là d'un contre-encerclement. Si vous regardez, vous prenez un globe, vous regardez les pays du groupe de Shanghai, après vous regardez les pays des BRICS, vous voyez que c'est un contre-encerclement. C'est-à-dire que c'est pour prendre à revers et infiltrer toute cette barrière, ce cordon sanitaire que les États-Unis ont créé autour de l'Eurasie, pour infiltrer et briser alors par des petits pas, par des accords économiques, par des accords culturels, par des accords militaires. Voilà, donc ça c'est très intéressant, je pense, de visionner les choses de cette manière. Alors la situation, je pense, n'est pas ne semble pas aussi facile ni acquise pour les États-Unis aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce que même si les États-Unis, comme le disait Nicolas Mirkovitch, ont été sans doute depuis l'histoire du monde, depuis l'Empire romain, un empire qui n'a jamais été aussi puissant, le temps ne joue pas pour eux. Si vous prenez depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, leur poids relatif, même s'il reste dominant, diminue et de manière exponentielle. Si vous prenez le PIB des BRICS et du groupe de Shanghai, et vous regardez l'évolution simplement dans les 10 dernières années, vous faites la projection dans les 10 prochaines années, en 2016, le PIB cumulé des BRICS est quasiment au niveau de celui des États-Unis, et a dépassé celui des pays de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui peut aller très vite. Le temps ne joue pas pour les États-Unis, même s'ils ont ils détiennent. Et c'est pour ça, juste aussi, c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de verrouiller par la force et la brutalité et les actions militaires un avantage qu'ils ont aujourd'hui, mais qu'ils ont de moins en moins. Ensuite, on constate une crise du monde occidental, évidente. Alors, au sein même des États-Unis, j'en parlais, quand vous voyez, on peut résumer avec Régis Debray, disons l'affrontement qui a lieu actuellement aux États-Unis entre Trump et la CIA, entre le Pentagone et, disons, les impérialistes, les néocons, à un affrontement entre les nationalistes, Trump, et les impérialistes. Ça nous parle assez bien et ça nous permet de comprendre un peu ce qui se passe. Quand on voit que c'est au sein même de ce pays qui est le pays le plus puissant du monde, qui affiche au grand jour ces querelles, ces scènes de ménage, on se dit que peut-être la situation n'est pas aussi claire, et ça peut et que nous devons en tirer les conséquences, bien évidemment. Au sein même du Pentagone, qui théoriquement soutient Trump, il y a même des éléments disons, de ce qu'on pourrait appeler le lobby impérialiste, puisque McMaster, le général qui est le conseiller diplomatique de Trump, a été mis en place et on l'a obligé à le prendre pour remplacer le général Flynn, qui lui, au contraire, était tout à fait sur la ligne de Trump. Donc c'est une crise au sein du centre de l'empire, c'est-à-dire que cet empire se retrouve du jour au lendemain sans son centre. Et c'est évidemment une chance, une opportunité pour les Européens qui, quand on voit que si vous écoutez, vous lisez le discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière à l'ONU, il a un discours qui est sur le multilatéralisme, un discours sur la nécessité de gérer les conflits de manière diplomatique sur la base des États.
donc un discours relativement traditionnel et qui est en opposition avec cette politique récente de déstabilisation des États-nations et de gestion des conflits de manière unilatérale. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte. Le système, la globalisation, c'est-à-dire que l'outil de la démocratie occidentale est évidemment instrumentalisé à des fins géopolitiques, mais on constate à droite comme à gauche, si on prend la question, les pays européens, les pays de l'Union européenne, de Varoufakis jusqu'à Orban, en passant par Václav Klaus en République tchèque, on constate une remise en cause, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, du système qu'on peut appeler la globalisation libérale, et d'une remise en cause radicale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, avant peut-être de parler des projets que l'on a aussi avec notre ami Henri Mathian, tout habillé de blanc, qui est, vous ne le savez peut-être pas, à l'origine de ce lieu d'Europe. Vous voyez, il y a des gens qui critiquent l'Union européenne, mais qui sont des militants européens, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne, il peut y avoir aussi une autre Europe, et qui est la plus grande Europe. Voilà, et c'est ce que nous essayons ce sont les liens que nous essayons de tisser de manière pragmatique pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour terminer sur les BRICS et le groupe de Shanghai, il y a 3 points communs de ces 2 groupes qu'on ne rapproche jamais officiellement, qui sont l'opposition à la coalition occidentale, de manière très claire, le rejet de la candidature des États-Unis. Les États-Unis ont demandé à avoir un strapontin au groupe de Shanghai qui leur a été refusé, d'observateurs, et qui leur a été refusé. Et ces 2 organisations ont comme noyau dur la Chine, la Russie et l'Inde. Alors maintenant, pour terminer, nous avons organisé, je parlais d'Henri Mathian, qui est président du Cercle de la Cathédrale, nous avons organisé en novembre dernier, avec des représentants la représentation permanente et le consulat de Russie la représentation permanente auprès du consulat de Russie, auprès du Conseil de l'Europe et le consulat général de Russie, et d'autres partenaires, l'Institut pour la paix de Genève, qui est présidé par Gabriel Galis notamment, et l'Institut européen de l'Académie des sciences de Moscou, un petit colloque sur les relations Europe-Russie. À la fin de ce colloque, nous avons décidé ensemble, et nous sommes en train de travailler à ce projet, nous avons décidé d'organiser, alors à l'origine ça va être à la fin de l'année, mais ça devrait être de toute façon, si ce n'est pas fin 2017, en 2018, un grand colloque, enfin un grand colloque relativement grand, d'une journée, sur les complémentarités entre les intégrations européennes et les coopérations eurasiatiques. Le but, c'est à la fois d'un point de vue institutionnel, de rappeler qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui, jusqu'à aujourd'hui, et de par les évolutions récentes, principalement par le rôle de la Commission européenne, joue un rôle qui est le plus souvent un rôle qui va dans le sens contraire de nos intérêts bien compris, qu'il y a aussi le Conseil de l'Europe, qu'il y a aussi l'OSCE, et qu'en utilisant les structures existantes et des possibilités qui existent déjà dans leur statut et leur but d'origine, on peut travailler avec aussi la Russie à des institutions nouvelles. Ça, c'est la première partie. Et l'autre axe de coopération, ça serait de faire intervenir des représentants de l'industrie ancienne et nouvelle, des représentants de coopération scientifique, pour établir avec les pays de l'Europe occidentale, de l'Europe centrale et des pays eurasiatiques, en ayant des représentants
des organisations de l'Organisation de coopération économique. On est en contact avec l'ancien Premier ministre arménien qui préside la commission économique de cette organisation et qui interviendra et qui sera partenaire. Voilà, de manière... je pense que c'est important d'avoir les idées claires et de théoriser un peu ce qu'on veut faire, mais que c'est encore plus important de verrouiller de manière opérationnelle et pragmatique des coopérations industrielles et économiques et de rapprocher les populations de nos différents pays. Voilà, c'est un beau projet, un bel enjeu, et ça se fera à Strasbourg, parce que nous pensons que Strasbourg, je ne partage pas, même si je partage beaucoup de ce qu'a dit notre ami de la Sorbonne, je ne partage pas sa méfiance vis-à-vis de l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne joue son jeu comme nous devrions le jouer. Et je ne suis pas si pessimiste, parce que quand on voit les élections, certes, Merkel va être élue, mais il est très possible que Christian Lindner, qui est le chef du FDP, qui est pourtant un parti qui est issu d'une tradition atlantiste, lui n'est pas atlantiste, et il est très possible qu'il soit ministre des Affaires étrangères ou Premier ministre. Tout ça, c'est de la spéculation, mais il y a des schémas auxquels on réfléchit. Quand vous voyez Steinmeier, l'ancien ministre des Affaires étrangères social-démocrate, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est devenu président de la République allemande, vous comprenez qu'il est tout à fait possible, et qui n'était pas du tout, et qui a toujours défendu une ligne en opposition à celle de Merkel, il est très possible que Merkel laisse faire, compte tenu de l'action de Sigmar Gabriel, c'est exactement la même chose, laisse faire une politique de rapprochement avec la Russie en disant ce n'est pas moi, ce sont mes partenaires de la coalition. Ce sont des spéculations, les choses ne sont pas si claires que ça. Quand on regarde aussi, quand je discute avec mes amis des Balkans, mes amis serbes, que tu connais, Nicolas, ils vous disent tous qu'il y a depuis pas très longtemps, depuis 1 an ou 2, des actions politiques allemandes dans les Balkans qui vont à l'encontre des buts des États-Unis. Et c'est la première fois depuis la fin de la guerre. C'était streng verboten, évidemment, depuis 1945, puisque l'Allemagne de l'Ouest était une sorte de protectorat des États-Unis. Et c'est la première fois que sur des questions de politique étrangère, l'Allemagne ose défendre des intérêts. Alors c'est de manière un peu tout dans son étranger proche, mais c'est quelque chose d'un... Les choses bougent, les choses bougent lentement. La géopolitique, c'est une sorte de vase communicant. Voilà, il y a des... Moi, je suis j'essaye d'être lucide, mais je suis un lucide optimiste, et je pense que de toute façon, il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire, et qu'il y a des portes de sortie qu'il faut qu'on y travaille, et que Strasbourg est le meilleur endroit pour y travailler pour de nombreuses raisons qui tiennent à son histoire et à sa position. Voilà, je vous remercie.